Écoute, Tomorrowko pour moi, c'est typiquement du talent de la diaspora qui a envie de créer ou de recréer du lien avec le Maroc. Mais c'est typiquement une approche de give back en fait qui résonne vraiment beaucoup. Je sais pas si tu étais déjà sur l'écosystème français à l'époque, en Non, 2011-2012. Mazal. Je peux te dire que c'est un no man's land en fait, 5-6 ans, entre les mesures du gouvernement Hollande qui ont été mises en application par Macron La à BPI. son arrivée, ça a complètement changé la donne. Donc, sincèrement, ça peut aussi se produire chez nous et on y croit. J'ai été au Deep Tech Summit Ben Griel, ouais. Galil, exactement. Franchement, tu tombes sur des Marocains vraiment qui ont un niveau lunaire sur certaines disciplines. Et demain, si l'UM6P est capable de leur créer un environnement de recherche state of the art qui leur permette de venir s'installer au Maroc, ça peut être une certaine dynamique qui va énormément bénéficier à l'écosystème et notamment au Deep Tech. Aujourd'hui, ok, il y a le gouvernemental, ok, il y a tout un tas de choses qui sont faites dans la recherche, dans l'académie, etc. Mais je trouve, par exemple, un des trucs qui manque, c'est ces entreprises familiales assez grandes qui ne s'intéressent pas encore au sujet des startups. Quand tu regardes, par exemple, un CMA CGM en France, Oui. un Xavier Niel qui crée Station F, qui sont éveillés à la classe d'actifs VC, startup, etc. et qui sont prêts à mettre de leur patrimoine pour développer l'écosystème. Et aujourd'hui, je pense que là où on est en attente, au Maroc, d'une très belle histoire. Je pense qu'on est tous en train d'attendre le Instadip marocain. Je pense on peut parier sur... Je pense que ça tourne. Mais c'est marrant d'être dans un truc comme ça. Ah mais clair, C'est la on est dans Casa Underground. Quand tu passes devant, t'as pas l'impression. Du tout. Non. Mais vous avez vos bureaux à côté, non? Juste à côté. Donc, Ouais. j'ai marché genre 6-7 minutes. Ouais. Depuis le temps qu'on devait le faire, ce podcast. C'est clair. Puis surtout, on savait pas si on allait le faire à Casa ou à Paris. Non. Donc, Et maintenant, j'ai 2 studios, un ouais. Casa à Paris. Mais je suis très content qu'on le fasse parce que tu vois, on s'était rencontrés il y a de ça peut-être 1 an maintenant, je pense, quelque chose comme Exactement. ça. Et franchement, je suis très content parce que tu es un des VC avec qui j'ai discuté, avec qui je prends le plus plaisir d'échanger. Bah, Plaisir partagé. moi, je discute avec toi depuis pas mal de temps et puis j'adore aussi parce que tu es, par exemple, un des rares fonds qui a pu accompagner ou qui a pu investir dans Sport Bio. Vous avez investi dans So8, donc c'est assez cool. Et moi, je voulais, tu vois, qu'on prenne le temps pour échanger aussi de ta perspective d'investisseur marocain qui a eu, du coup, la possibilité de faire des mandats d'investissement à l'étranger. Donc, parler de ça un peu, tu vois. Avec grand plaisir. Ouais. Écoute, alors pour l'anecdote, on s'est connus bien avant quand même. C'est vrai qu'on s'est connus, c'était à Station F, non? Il y a Exactement. 4-5 ans? Ouais, en 2019, quand tu Ouais, étais en c'est train vrai. de lancer Baby VC. C'est clair. Ouais. Tu vois, tu m'as rappelé un truc. Comme Donc, quoi, on se tout est en temps connaît, long. c'est clair. Écoute, franchement, c'est vraiment un plaisir de faire ce podcast-là parce que d'abord, moi je pense que le thème fait beaucoup de sens. Ouais. Tomorrowko, typiquement, Ça veut dire quoi pour toi, Tomorrowko? écoute, Tomorrowko pour moi, franchement, en pop-up, c'est typiquement du talent de la diaspora qui a envie de créer ou de recréer du lien avec le Maroc, alors, notamment à travers ses ventures, mais ça peut être aussi à travers son réseau. Mais c'est typiquement une approche de give back en fait qui résonne vraiment beaucoup. C'est-à-dire, on a envie de revenir, on se projette sur un retour, on a envie de jeter une encre. Et tout le monde le fait un petit peu à sa manière. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des forces vives aussi de notre écosystème, comme ce que Et tu tu sais fais que c'est trop aujourd'hui. marrant parce que tous les projets entrepreneuriaux que je montais sont Ouais, des projets qui répondaient à mes problèmes, tu vois. Baby c'est VC, vrai, quand je l'ai monté, c'est parce que je galérais à c'est vrai. rentrer en fonds d'investissement. Et je me suis dit, si je crée un programme qui connecte les fonds d'investissement avec des jeunes étudiants ou des jeunes actifs, bah, potentiellement, j'aurai l'occasion de parler à ces mecs-là en live et in C'est vrai. fine, ils seront Et de rappelés de gratter un moi petit stage. et gratter un stage, tu vois. Mais ça l'a fait. Un Eh oui, premier, puis un deuxième. eh oui. Et voilà, et là, ça fait 3 ans et demi. Et du coup, bah, Tomorrowko, c'est ça, tu vois. Toi C'est aussi, clair. à un moment donné, t'as eu envie de rentrer au Maroc. T'es resté combien de temps, toi, en France avant de rentrer? Bah écoute, j'ai passé un peu plus d'une dizaine d'années en France. Ouais. J'avais fait, donc j'étais parti en fait où j'ai fait des classes prépa HEC. Ensuite, j'ai intégré l'EM Lyon. En Il n'y a fait, en qu'une dernier... école. Il Hein? n'y a qu'une école. Écoute, Non, on a fait la même. ah, je savais pas ça. Bah, tu vois. D'accord, intéressant.
Mais écoute, beh, comme tu le sais, l'EM a quand même une vocation entrepreneuriale parce qu'on arrive en école, on a cette première année, on fait un projet de C'est comme ça création que j'ai été d'entreprise. piqué, moi. Écoute, pareil, franchement, je pense que ça a été, on va dire, le cursus académique où je me suis le plus, éclaté et derrière, je pense que voilà, en plus, quand on a un conditionnement un petit peu entrepreneurial, familial pour le coup, me T'avais pas mal concernant, d'entrepreneurs dans ta famille? oui, enfin, je viens d'une famille d'entrepreneurs, le grand-père et puis, Dans le père, quoi? les oncles. Alors dans des secteurs diversifiés, mais Ouais, on est dans l'industrie et dans l'agro, OK. donc on est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, c'est plus, on va dire, un état d'esprit. Mmh. Et puis, on vit aussi un petit peu dans la fascination de ces personas qui ont construit de très belles choses en partant quasiment de rien, hein. C'est le cas en tout cas de l'histoire de mon grand-père me concernant. Et ça donne envie, en fait, de pouvoir un jour être aussi un petit peu l'artisan d'une très belle histoire. Donc, ce conditionnement-là, clairement, je pense qu'il a résonné un petit peu dans le M. Ce projet de création d'entreprise, typiquement aussi, c'est l'opportunité de réfléchir à des projets. Et là, un peu naturellement, je vais déjà vers une activité qui est digitale à l'époque, plateforme e-commerce pour aller sur une niche qui est en fait le baby clothing. Et en fait, bah, c'est déjà une vraie simulation de création d'entreprise Mmh. parce qu'il faut monter le produit, il faut chercher les fournisseurs, il faut faire des BP, il faut pitcher face à un comité. Donc, clairement, je remercie aussi l'école pour ça parce qu'elle pique, comme tu dis. Et puis, en dernière année d'école, on est en 2009 et en fait, on vit clairement le shift smartphone. J'avais passé quelques semaines à New York où j'allais justement rendre visite à un ami de promo qui sera mon cofondateur sur Z-Venture. Lui est chez une très grande agence de communication qui travaille en fait OK. sur des réflexions de fond, comment on va réinventer le lien à travers ce média avec les grandes marques, etc. Et donc on revient sur la dernière année de master à Lyon et on avance sur cette idée et en fait on crée une des premières startups dans le conseil et le développement d'applications smartphone. Donc écoute, super expérience parce que voilà, tu montes une boîte à 24 ans, tu apprends absolument tout sur le tas, contractualiser, recruter, gérer l'admin, pitcher, gérer la trésor, Ouais. etc. Donc vraiment très belle aventure, très belle expérience. Et puis surtout, ça te muscle aussi quand tu as un profil commercial, même si j'ai vraiment été autodidacte sur la techno, mais ça a été une vraie immersion, tu vois, où il fallait absolument voilà, comprendre les architectures logicielles, être légitime pour pouvoir recruter des développeurs, plus sur des sujets neufs, hein. Il fallait trouver des développeurs en SDK mobile à l'époque, hein. Les gars, c'était comme les footballeurs aujourd'hui, tu vois. Très compliqué à trouver, fallait leur vendre une perspective. Et puis après, vraiment, toute l'histoire entrepreneuriale qui se met en place. Faut se différencier, faut se positionner, faut... Tu resté du coup, tu as finalement monté cette boîte? Ouais, je l'ai Pendant combien de temps? monté. Alors, je l'ai monté avec deux associés. On l'a développé pendant 2 années. Et ensuite, moi, je me suis retiré de l'affaire pour des raisons strictement administratives. C'est joie? Exactement, on est en C'est pleine fou, période hein? guéant. C'est quand même dingue. Circulaire Guerre, ouais. Sachant que j'avais déjà tourné pendant, je pense, quelques mois sous convention de stage, hein. J'étais stagiaire de ma propre boîte. Ouais. On n'a pas le choix, en fait, Exactement. même aujourd'hui, tu as des gens qui sont Ouais. en CDI dans leur propre boîte Ouais, c'est et ça. c'est comme ça que ça marche, Ouais. Nous, on avait un problème, c'est qu'à l'époque, la boîte, bien sûr, ne pouvait pas me payer un, ouais, bah, un CDI avec les charges patronales en top, alors que donc la boîte, stagiaire. exactement, donc stagiaire. CEO Euh, stagiaire. Absolument, voilà, c'est ça. Mais on avait mené quand même la boîte à un certain niveau de développement, OK. qui derrière a valu d'ailleurs à ce qu'elle puisse être rachetée par un groupe de communication qui faisait de la consolidation d'expertise sur les sujets du digital. Donc moi, j'ai quitté l'aventure fin 2010 et ensuite la société a été reprise et ça a été un beau succès parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le bras mobile de ce groupe. Ça a été une superbe expérience, honnêtement, sur tous les plans. Là, j'imagine, en fait, enfin, moi, la question fondamentale derrière, c'est plus, est-ce qu'en tant que VC, quel a eu l'impact de cette, Ouais. de cette expérience en tant que VC aujourd'hui? Parce que je sais pas combien de VC aujourd'hui au Maroc sont des anciens entrepreneurs, tu vois? Ouais, écoute, c'est une super question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à travers cette expérience que j'ai été exposé déjà Ouais, à l'environnement VC.
qui était naissant hein, en France à l'époque. Hein. Pour le coup, c'était essentiellement des communautés de business angels qui commençaient à s'intéresser à cette classe d'actifs parce qu'il y avait en fait toutes ces premières incentives fiscales qui se mettaient en place. C'est vrai, parce que les Ouais, premiers fonds de VC sont des fonds fiscaux, donc on s'en foutait de exactement. la perf, Ah, limite, hein. mais complètement, complètement. Et bon, ayant été incubé en fait à l'incubateur de l'EM Lyon, donc on avait voilà, des discussions avec les business angels Rhône-Alpes, etc., des gens qui étaient habitués à investir soit dans la recherche médicale, la proximité avec la Suisse, ou sinon dans des petites boîtes industrielles avec de l'IP, etc. Donc c'était quand même particulier Très de leur propre pitcher à une Lyon, boîte ouais. de digital enablement, tu vois, sur un nouveau média. Mais c'est vrai que ça a permis en fait de senser un petit peu ce métier, ses exigences. Et je pense qu'on va dire que le premier glimpse du métier de VC, il a peut-être commencé à ce moment-là. Là, ça fait combien de temps, du coup, que tu es chez MTech au Maroc? Alors, pour arriver à MTech, il y a eu deux autres cycles, on va dire, d'expérience professionnelle. J'imagine. Je t'ai fait sauter le truc, mais On va le faire, t'inquiète. Donc ensuite, en fait, je rejoins Bearing Point ouais. après l'aventure Smart Fingers. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, bien sûr, il y avait cette problématique administrative qu'il fallait absolument résoudre, mais surtout parce que je voulais une expérience complémentaire pour renforcer vraiment mon expertise techno, pour être aussi exposé en fait à des sujets qui étaient beaucoup plus enterprise et ne pas être uniquement dans le prisme nouveaux médias, marketing. Je voulais vraiment rentrer dans de la gestion de projets tech. Et en fait, Bearing Point, qui est un super cabinet sur les sujets de stratégie digitale et stratégie SI, était en train de renforcer cette équipe-là. Donc, j'ai retenu l'attention d'un des partenaires sur l'expertise mobile, hein, qui était encore une fois vraiment naissante à ce moment-là. Et j'arrive vraiment à un moment qui est top, hein, début des années 2010, c'est la rupture du cloud. Et donc, Transfo digital, à transfo, Bâle. digi- transfo digital à mort, tous les grands groupes qui veulent une feuille de route de leur strat digital, qui ont aussi un prisme qui est de partir des usages. Ils disent maintenant, attends, il faut vraiment donner le pouvoir au métier, etc. Et du coup, bah, ça donne, on va dire, vraiment un champ d'apprentissage et d'exploration qui est absolument formidable. J'ai été dans des missions secteur énergie, j'ai aussi bossé sur beaucoup de propales telco, où pour le coup, ça a été hyper enrichissant, vraiment de couvrir des cycles projets from end to end, où là, tu as aussi une exposition super sympa parce que finalement, tu benchmarks les premières solutions SaaS, parce que tu as les nouveaux acteurs SaaS qui Hmm, arrivent sur le c'est marché. clair. Donc tu fais du solution benchmark, tu vois aussi comment ces gens la vendent, quel est leur cycle de vente, comment ils vont derrière s'inscrire dans des landscapes SI qui sont beaucoup plus complexes, sophistiqués, etc. Et nous, on est un petit peu au cœur du réacteur en tant que consultant parce que on conseille le client, on fait ses benchmarks, ensuite on doit organiser des projets où il faut justement intégrer ces solutions, il faut aussi écouter le métier et prendre son besoin. Et puis surtout, bien sûr, il y a aussi le facteur humain qui est super important parce qu'à la fin de la journée, il faut faire du change management pour Hmm. s'assurer qu'on va pouvoir récolter l'efficience de ces investissements techno. Donc vraiment super aventure qui a duré 2 3 ans. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu, on va dire, le déclic to Morocco. Alors, bien sûr, il y a toujours un peu un conditionnement personnel, Ça va, t'aimes familial. bien le nom. Ah, ben j'adore. C'est ça que je te dis, moi, je m'y retrouve, tu vois. Donc, clairement, ça me parle. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je voulais rentrer au Maroc. Et bah, j'ai rencontré une complexité que tout le monde rencontre. Hein, et tu seras certainement dedans dans quelques semaines ou quelques mois. C'est qu'on a envie de rentrer parce que, bien sûr, on est très attaché à la mère patrie. Mais on a envie aussi que notre environnement professionnel et surtout que notre mission professionnelle ait du sens. Soit meaningful, soit en continuité de ce que l'on Ouais, a c'est clair. fait. C'est exactement là où beaucoup d'amis et moi, nous nous trouvons. Exactement. Et je l'entends. Et sincèrement, ce que j'ai envie de te dire et de dire à toute cette communauté, c'est que franchement, il y a vraiment de l'espace pour s'exprimer. Il faut être évidemment créatif. Il faut savoir parfois être patient. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'écosystème marocain a besoin des forces vives de la diaspora.
Et honnêtement, j'espère qu'il y aura le plus grand nombre qui saura en tout cas créer du lien, quelle que soit la forme. Mais honnêtement, il faut absolument, Pas forcément du coup, ce que tu dis, c'est pas forcément en rentrant, pas forcément en rentrant, en mais en créant contribuant du lien, d'une en créant des ponts, créant du lien, en apportant de la valeur, en essayant d'aider tout simplement, de give back. Mais on a vraiment besoin de cette force vive parce que honnêtement, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais ce qui fait notre différence par rapport à d'autres écosystèmes dans la région pour le coup, c'est qu'on a en fait une diaspora d'élite c'est clair. sur toute la chaîne de valeur de l'écosystème, que ce soit entrepreneuriat, accélération, venture, corporate innovation, recherche. On a vraiment des talents et je pense que là où on doit, et je pense qu'honnêtement, on est tous alignés aujourd'hui, hein. Je pense que tu as parlé à un certain nombre d'acteurs. Maintenant, c'est juste un sujet de conjonction, de fédération et d'animation de cette communauté, de ce network, pour qu'on puisse en fait jouer à l'échelle internationale. Parce que at the end of the day, notre industrie est une industrie mondiale. Ouais, c'est clair. Mais, moi, la question que je me pose, c'est j'ai effectivement eu toutes ces conversations avec, tous ces gens-là, mais Ouais, en fait, si tu n'es pas sur place, et si par exemple, si tu ne fais pas le saut, bah, tu peux pas t'en rendre compte. Donc tu as toujours cette peur ouais. qui te prend, tu vois? Écoute, je l'entends très bien. Maintenant, je trouve quand même que le Maroc est de plus en plus équipé pour parler à sa diaspora. On reviendra peut-être sur la genèse de l'écosystème marocain, mais Toi, tu as connu depuis le tout début, tu es là depuis absolument, le premier jour, exactement, exactement. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que quand tu as même d'un point de vue gouvernemental et institutionnel des interfaces qui permettent de se connecter à ces talents de la diaspora, je trouve que c'est un plus qui est quand même énorme. Donc après, il suffit effectivement à ces jeunes talents aussi de pouvoir en fait interagir. Voilà, typiquement aujourd'hui, quand tu as un UM6P qui ouvre des filiales dans tous les mmh. bassins diasporiques, tu as bien sûr CDG Invest qui a même lancé un programme d'accélération à l'adresse de la diaspora avec un dispositif hors norme, franchement, et aujourd'hui une présence, hein, Station F. Donc on a de plus en plus d'interfaces qui permettent quand même à ces jeunes talents d'avoir des portes d'entrée. Mmh. On a aussi l'opportunité du JTEX Ouais, qui est c'est génial exceptionnelle, ça. qui est fondatrice aujourd'hui. Le nombre de jeunes talents de la diaspora qu'on rencontre à chaque édition, euh, notamment aussi à travers les side events, sur lesquels ces acteurs leaders de l'écosystème font aussi un effort pour être les plus inclusifs possibles. Donc il y a aujourd'hui un dispositif pour se connecter à l'écosystème. Ensuite, comment on peut s'y inscrire, comment on peut apporter la valeur, c'est en fonction des aspirations de chacun. Les gens qui viennent pour effectivement chercher du job et contribuer dans ces institutions. Il y a des entrepreneurs qui portent parfois des projets qui ont du sens sur de l'ancrage marocain ou régional. Tu vas avoir des gens aussi qui peuvent bosser dans les médias, d'autres qui peuvent mettre en relation certaines startups, certains VC avec des capabilities qui vont être très utiles. Il faut être dans cette logique-là, en fait. Et après, bien sûr, c'est en fonction des aspirations de Mmh. chacun. Ouais, Voilà. c'est clair. Et peut-être revenons un peu du coup à ton parcours. Bah, écoute, si tu veux, Donc effectivement, tu t'es c'est posé cette question-là à un moment donné, donc exactement. Tomorrow. Et encore une fois, j'ai été vraiment dans la démarche de ces jeunes dont on est en train de parler. Et ben, j'ai pris le temps, en fait, de faire des rencontres dans l'écosystème entrepreneurial, des entrepreneurs, des initiatives aussi qui étaient naissantes sur de la création d'écosystèmes au Maroc, jusqu'à ce que je puisse identifier Endeavor, qui est en fait une formidable organisation à l'échelle mondiale, qui s'est intéressée aux pays émergents et dont l'objectif en fait est de construire, ou en tout cas donner la chance à ces pays de construire des écosystèmes qu'elle se charge derrière de mettre en relation en fait avec les réseaux et les écosystèmes les plus matures. Et en fait, c'était typiquement le job, la mission dont je rêvais. Tu faisais quoi exactement? Alors en fait, j'ai rejoint à un moment où le bureau local souhaitait vraiment accélérer ses opérations et l'objectif en fait était vraiment de faire de l'origination et de l'accompagnement d'entrepreneurs à fort impact. Donc on arrive en 2015 avec une perspective en plus, c'est qu'il y avait un des événements
majeurs de cette organisation qui se tenait au Maroc. Et donc, il y avait vraiment une motivation à mapper complètement l'écosystème marocain. Alors, en 2015, on n'a pas qu'une orientation tech. On a aussi une orientation qui est de rencontrer en fait des entrepreneurs family business qui veulent moderniser leur Ok. activité. Ça a changé de couleur un peu. Alors ensuite, en 2016, on prend un vrai shift tech à l'échelle internationale parce qu'en fait, le recul des insights et de la data de l'organisation a montré que l'environnement, l'écosystème tech est beaucoup plus dynamique en termes de maillage, de network, d'opportunités d'investissement, de sujets d'expansion à l'international. Qu'un family business. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas Ouais. photo. Et c'est là, en fait, que l'organisation a aussi décidé vraiment de structurer un playbook sur la tech, ce qui va nous permettre aussi au bureau marocain de faire ce focus-là et d'accompagner des entrepreneurs de la tech, parce qu'il y en avait, ils existaient. Mm. Et en fait, un certain nombre cherchaient typiquement un partenaire qui allait pouvoir leur apporter cette valeur-là. Alors bien sûr, c'était d'abord une valeur qui était celle du mentorat, hein. C'était une des missions de l'organisation au Maroc, de monter un réseau de mentors dense, pertinent, qui allait pouvoir aider ces entrepreneurs. Mais ensuite, une fois qu'ils passent par un rigoureux processus de sélection, de leur faire bénéficier d'un certain nombre de growth services où justement on peut leverager toute la puissance de ce réseau à l'international. Donc Ok. c'est de la mise en relation avec des VC top tier, US, Europe, partout dans le monde, les connecter à des entrepreneurs qui opèrent sur le même segment d'activité, que ce soit dans la région Ouais, j'ai vu ou là à l'international. récemment, bah, alors je connais très bien Zineb, qui est ma cousine du coup, Ouais, qui gère ça aujourd'hui avec Ilan excellent. et ils font un super taf. Ouais, Je leur dis vraiment bravo pour ce que vous faites. Et pareil, Youssef Mamou, Esma de Vélo me racontait ouais, avec Zineb tous les trips qu'ils ont fait là récemment en Égypte, ouais. au Middle East, etc. Donc ça te permet vraiment aussi d'aller ouvrir de nouveaux marchés, voir ce qui se Complètement. passe, t'éveiller par rapport à une certaine géographie, etc. Absolument. En fait, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et il y a en fait une forme de solidarité, de give back, de générosité aussi, vraiment, et de stewardship dans la manière d'ouvrir des portes, de donner de l'insight, comme tu dis, super pertinent sur certains marchés, etc., qui est honnêtement hyper valuable pour un entrepreneur dans la tech, surtout dans ces années-là, en 2015-2016, où l'écosystème marocain est vraiment Fœtus. voilà, est un embryon, c'est Ouais, exactement le cas. ouais, c'est clair. Donc, mais écoute, en fait, suite à cette expérience-là, clairement, je commençais à avoir en fait une vraie perspective à. T'es resté combien de temps? Je suis resté 3 ans. Ok. Et en fait, c'était un petit peu un prisme personnel, mais je m'investissais beaucoup auprès des entrepreneurs que j'accompagnais chez Endeavor. D'abord parce qu'il y avait clairement, on va dire, ce drive entrepreneurial personnel, mais je pense que c'était aussi une expérience unique dans le sens où elle était extrêmement apprenante. Parce qu'en fait, quand tu vis avec les entrepreneurs, ben, c'est vraiment là où tu as accès, on va dire, à la Au réalité. dur. Tu es dans le dur. Tu vois, Y a pas. t'es T'es pas pas derrière juste. un ordi à faire de l'Excel sans rien savoir ce qui se passe sur C'est le terrain. T'es c'est t'es dans le cœur du réacteur avec leurs problèmes. exactement ça. Et en fait, c'est super rewarding parce qu'en réalité, d'abord, tu te développes, tu muscles tes convictions sur un certain nombre de sujets, hein, qu'ils soient euh, transversaux ou sectoriels. Et derrière, en fait, tu affines aussi ton assessment. Parce que mine de rien, Endeavor, c'est quand même une organisation qui focus sur le scale-up. Donc Hmm. sur des boîtes qui ont des business models qui sont scalables, des fondateurs qui ont voilà, une capacité et des credentials à devenir des role models. Donc finalement, en étant dans leur intimité, l'intimité de leur expérience entrepreneuriale, tu muscles aussi ta manière d'assesser ces boîtes-là. Tu vois? Et bien sûr, de pouvoir accompagner les prochaines. Ouais. Et c'est vraiment dans cette dynamique que j'ai commencé en fait à avoir des votes de confiance de la part de certains investisseurs locaux et internationaux qui me disaient, écoute, franchement, tu devrais regarder ce métier parce que tu as un peu l'ADN. Et donc forcément, Qui est quand même opposée à celle de l'entrepreneur, hein. C'est les deux faces d'une. Non? écoute, T'as pas l'air moi je ne d'accord. pense pas. Nous, on est les deux chez Ouais. Entech. Ah ouais? Ben, on est un VC entrepreneurial, clairement. Bon, On va en parler. on va en parler, bien sûr. Mais du coup,
En fait, c'est à ce moment-là où je me dis, OK, il y a un momentum parce que on arrive justement en 2017, il y avait déjà des bruits de couloir sur une initiative gouvernementale qui allait venir dynamiser le marché des startups et du venture capital au Maroc. C'est le programme Innovinvest, donc, qui a été mené par Cham Wilcom avec le concours de la Banque mondiale. Et à ce moment-là, forcément, tous les first-time managers commencent à construire des équipes pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. C'est dans ce contexte-là que je Donc tous les gens, rencontre. juste pour comprendre, tous les gens, enfin la majorité des gens qui commencent à lever des fonds à ce moment-là et à Ouais. structurer des sociétés de gestion sont des gens qui n'avaient pas vraiment fait le métier avant, sont majoritairement des first time. Alors, certains avaient fait ce métier, mais sur la classe d'actifs VC, il n'y avait que MNF Ventures qui, en fait, avaient une expérience sur le sujet au Maroc. Ouais, c'est fou quand tu y penses. Hein. Ah oui, c'était la seule initiative qui d'ailleurs avait aussi suivi une impulsion gouvernementale. Hein. Je pense que c'est 2010, à mon avis 2009 ou Maroc Numérique 2010. Fund, c'est ça. Ouais. Absolument, exactement, Maroc Numérique Fund, qui faisait partie d'un programme, hein, je pense, du ministère de l'Industrie, si je ne dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, il n'y a que le MNF qui a un vécu sur le marché marocain. Il y a certaines équipes de gestion qui vont répondre sans avoir le vécu venture, mais qui avaient eu une première expérience de gestion sur d'autres classes d'actifs. C'est le cas d'Azur, par exemple. Et donc, moi, je rencontre Mariam et Abdelwahed, qui sont aujourd'hui les deux autres partenaires d'Emtech. Et on décide en fait de travailler ensemble, bien sûr, un alignement complet en termes de... Comment ça se fait la rencontre juste pour... Parce que là, tu sautes les trucs, Ouais, mais... ah bien sûr, écoute, la rencontre, alors on avait pas mal de connaissances en commun Ok. avec Mariam et voilà, de part et d'autre, on avait suffisamment de signaux qui nous disaient il faut vraiment que vous vous rencontriez et que vous discutez. Donc je rencontre Mariam, je pense, en novembre 2017 et on va enchaîner des discussions très rapprochées où voilà, on a vraiment envie de pouvoir bosser ensemble. Donc elle m'explique en fait toute l'approche qui est la sienne, de vouloir justement team up avec une plateforme de gestion internationale Ok. qui s'appelle SIF et Ok. qui en fait avait un prisme comparable à Endeavor sur le focus emerging markets, une legacy dans ces pays-là, une connaissance du doing business en fait sur ces marchés, ce qui viendrait naturellement renforcer, on va dire, la proposition de valeur de l'équipe. Et bien sûr, me parler aussi donc du troisième partenaire, Abdel. En fait, dans la réalité des faits, on était totalement alignés sur la manière avec laquelle on voyait euh, cette levée de fonds, ce déploiement, parce qu'il fallait bien sûr une thèse sur la levée, il fallait aussi une thèse d'investissement. Hein. On est dans un marché naissant. Les enjeux sont très gros, parce que typiquement, on va aller lever de l'argent chez les institutionnels. T'as pas Donc de si jamais track. tu n'as pas de track, et puis surtout, combien même tu réussis à Il est au lever, deal flow. voilà, il faut bien sûr avoir une thèse, il faut les convaincre sur ton approche d'investissement, et puis surtout, Sur quoi tu vas déployer? sur quoi tu vas déployer, et tu n'as pas envie de te planter. Hmm. Parce que typiquement, et voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on est VC entrepreneur, nous, on a vraiment voulu en fait construire un VC qui va durer. Et puis surtout, je pense qu'il y avait une forme de responsabilité chez tous ces acteurs qui ont bénéficié du programme Innovinvest. C'est-à-dire que si on a envie vraiment que notre écosystème local soit successful, on doit être une première génération de VC qui est successful. Parce qu'un écosystème est fort quand il a un financement local qui est extrêmement fort et qui devient expert de son sujet. Si tu dépends des fly-in investors, tu restes un marché secondaire. Donc, on était totalement alignés sur cette vision, tous les trois. Et bien sûr, Après, c'est même si tu as la vision, je veux dire, tu déploies mal, même si tu as la meilleure thèse, bah, derrière, je sais pas si tu relèves le fond 2 ou le fond 3. c'est exactement le point. C'est exactement le point. Donc, on y est allé. Malim avait déjà fait un gros travail d'approche des investisseurs. Et notre thèse, en fait, et c'était un choix fort, c'est qu'on a décidé de nous focuser exclusivement sur des LPs institutionnels Hmm. et locaux. Et en fait, le sous-jacent de cette thèse de levée, c'était d'aller voir ces gens et de leur expliquer qu'en fait, il en va vraiment de la survie de leur business model quand il s'agit du privé. Quand il s'agit du public, c'est de leur dire qu'il ne faut surtout pas rater un coche fondamental, qui est la transformation digitale de nos économies, et que ça sera le sujet de demain.
Il y avait aussi un autre angle qui leur a parlé, c'est qu'on leur a dit, nous, on va vous ramener des startups qui vont vous aider justement à vivre cette transformation, Ouais. qui vont vous aider à la matérialiser. Mais eux, in fine, ce qu'ils veulent, c'est pas juste de la performance? Écoute, c'est une excellente question. Parce qu'en réalité, tu vas voir une population de LP qui est quand même habituée à investir dans l'immobilier et dans le private equity. Et en fait, la promesse qu'on leur fait, c'est que on va essayer de matcher cette performance. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, on n'allait pas inventer un Ah, track record. t'essaies de faire plus quand même que le pays Bien sûr, mais réussit. ça c'est ce qu'on vend on va dire comme story. Maintenant, il faut en fait réussir aussi à leur montrer que il y a un moment ou un autre où il va falloir s'intéresser à cette classe d'actifs et que finalement, si on a envie que cette classe d'actifs puisse afficher des super performances, il faut aussi co-construire l'écosystème avec nous et vous allez devoir jouer un rôle, que ce soit pour nous aider à faire évoluer le cadre réglementaire, que ce soit pour donner des bons de commande à certaines de nos startups, ou ne serait-ce que les conseiller, mais il faut embrace the movement. Et c'est là en fait où on s'estime vraiment chanceux, c'est qu'on a la chance d'avoir des institutions d'un niveau On de parle bien au vision, Maroc. bien sûr, au Même Maroc. pas régionaux, les DPI, Non, etc. On parle vraiment du Maroc. on parle du Maroc. Ok. Et c'est la force du Maroc par rapport à d'autres écosystèmes dans la région. C'est qu'on a eu la chance de mobiliser des LP institutionnels, nationaux, qui ont vraiment été d'un patriotisme exemplaire, d'une vision. Parce que ce n'est pas simple de pouvoir aussi, en interne, convaincre ces instances d'aller sur une classe d'actifs sur laquelle il n'y a pas Le track. trop de track record. Et donc, on a eu cette chance-là et on a pu avoir des institutionnels de premier plan sur ce premier fonds qu'on a closé Donc un fonds uniquement instit. un fonds uniquement instit. Alors que vous auriez pu aussi, moi je connais très bien ce sujet-là du privé, mais vous n'avez pas fait rentrer de privé, de family office, Non, parce qu'on voulait encore une fois construire une société de gestion future-proof. Donc, société de gestion agréée, véhicule de fonds OPCC. Donc, société de gestion agréée, qui dit société de gestion agréée, on ne peut adresser que des investisseurs professionnels qualifiés. Donc, on a focus sur ces institutionnels. Et l'histoire qu'on leur a pitchée, c'est l'histoire d'une co-construction d'écosystèmes. C'est l'histoire voilà, on va dire d'un bit de vision sur la transfo digitale et l'émergence d'un Maroc digital sur les prochaines années. Et on a eu la chance de Voilà, c'est ce qui closer est en ce train de se fonds. passer quand même. Exactement. Avec des tailwinds institutionnels, Ouais, gouvernementaux, absolument. d'un Mais mouvement de on va retour de dire qu'on diaspora. a eu vraiment la genèse en 2017 à travers le programme Innovinvest et notre histoire à nous sur cette levée du premier fonds. Donc ça, c'est pour la levée. On arrive à closer 230 millions de dirhams. Et donc derrière, il faut déployer. Et c'est là où on passe au sujet de la thèse d'Invest. Sur la thèse d'Invest, c'est très simple. Tu as le VC Academics, le VC des books, où on nous explique qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures, qu'il faut investir dans des business models qui ont déjà été prouvés sur des marchés plus matures, que c'est un game de power law en termes de return. Donc, T'as il ta boîte faut qui te fait ton 10, 20, 50, 100 voilà, X, whatever. voilà, et accepter la casse, et que c'est la casse qui va former les prochaines générations d'entrepreneurs, etc., etc. On peut entendre cette thèse-là, mais nous, on n'a pas voulu construire une thèse sur une approche spread and pray et copycat. On a voulu avoir une approche resource-driven, conviction-driven. On a commencé d'abord par nous dire, OK, quel est le facteur X dans le VC early stage à l'échelle mondiale? Et en fait, tu as un pattern qui est indiscutable, c'est la qualité des fondateurs et leur ancrage dans des environnements qui sont efficients, qui vont leur permettre en fait de monter des ventures qui vont avoir un vrai potentiel de succès. Et en fait, quand tu crois cette réflexion, le facteur X, c'est tout simplement les Marocains de la diaspora. Pourquoi? Parce que en général, ils sont basés en Europe ou aux États-Unis, et donc ils ont déjà pu s'investir dans des aventures entrepreneuriales tech sur les 10 dernières années.
Ils sont dans des écosystèmes qui sont plus matures que le nôtre, d'une dizaine d'années, où les briques fondamentales, à savoir recherche et développement, corporate innovation, investissement en Hyper capital, développé. non super développées, matures. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse connecter cette population. Et derrière, on pense qu'il y a un prisme, encore une fois, à pouvoir en faire bénéficier l'écosystème local. D'accord? Comment? C'est une excellente question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un entrepreneur de la diaspora, il va de toute manière chercher à créer du lien avec le Maroc. Ça, on va dire que c'est la Fact. dimension. Ça, c'est fact. Et puis, on va dire que c'est la dimension patriotique, culturelle, etc. Mais pas que. Il se trouve que sur ces dernières années, tu as quand même eu un élément fondamental que toutes les startups qui sont en train d'avancer dans leur chaîne de financement early stage vont chercher à adresser, c'est la rentabilité et la maîtrise de leur OPEX. Donc, dans un contexte de talent war où tu recrutes des équipes tech ou des équipes de dev à prix d'or et que tu as besoin de rationaliser ta levée de fonds et d'être capital efficient, tu as un sujet sur ton capital humain technique. Et au Maroc, on a aujourd'hui des ingénieurs de grande qualité. Et pour te parler de manière extrêmement concrète, et je pense que tu connais certaines de nos sociétés de portefeuille, une grande partie d'entre elles ont ne serait-ce qu'un profil au Maroc qui travaille sur la roadmap produit. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est en train de se massifier. Le deuxième sujet, c'est que tu vas avoir en fait des startups qui sont construites pour les emerging markets. Ou en tout cas, pas uniquement pour l'Europe et les États-Unis. Et en fait, ils ont une fenêtre d'opportunité sur cette région. Maintenant, ils ont besoin en fait d'arbitrer en termes de time allocation sur les marchés à prioriser. Naturellement, tu as des low-hanging fruits sur lesquels tu dois être extrêmement bullish, notamment l'Europe et les États-Unis pour certaines des startups, mais tu as parfois des actifs technologiques qui peuvent être super meaningful pour la région. Seulement, l'entrepreneur n'a ni le recul sur le marché, ni les contacts, ni la bande passante pour pouvoir configurer, packager des offres et venir les présenter aux bons partenaires pour qu'ils puissent en fait trouver un écho au Maroc. Et c'est là, typiquement, qu'un MTech joue un rôle plein parce qu'on permet en fait finalement à ces startups de venir adresser des opportunités de marché Au Maroc. au Maroc qui n'étaient pas forcément évidentes. Pour le pays, ça crée en fait un appel d'air super intéressant parce qu'on réussit en fait à bénéficier de technologies de rupture qu'on n'aurait pas de manière spontanée, tu vois. Donc il y a un gain de temps sur l'adoption de certaines technologies qui est exceptionnel. Alors tu as des entrepreneurs qui le font d'eux-mêmes. Hein. Amine de Sport Bio, que tu connais très bien, lui, son proof of concept s'est fait dans une usine de la région de Fès. C'est fou, hein? Là, c'est pas to Morocco, c'est from Morocco to the world. Tu vois? Mais nous, on joue ce rôle auprès d'autres startups qui vont pas forcément avoir on va dire cette opportunité, ce type d'opportunité. On essaye de les créer. Et finalement, là où c'est super intéressant, c'est que quand la startup commence à avancer, qu'elle arrive en Series A, etc., c'est un facteur de différenciation. Parce que quand tu vas aller voir des VC partir de la série A, c'est des gars qui ont un prisme sur la liquidité qui devient de plus en plus narrow. Pressant, ouais. Ils se disent, c'est intéressant, cette boîte-là, elle opère en Europe, mais elle a réussi à tropicaliser son modèle pour exister en emerging markets. Ils ont un partenaire qui a l'air de bien comprendre ces marchés. Ça nous intéresse. Et c'est la raison. Le chemin vers l'expansion est plus clair. Complètement. Et puis, tu réussis à créer des profils de startups qui vont être aussi bien mature markets que emerging markets. Et en fait, on va dire que la conclusion, elle est très simple. C'est que pour l'investisseur, ça lui ouvre plus d'options de liquidité. Donc, moi, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport à la diaspora, c'est que j'ai l'impression que les fonds aujourd'hui au Maroc qui se tournent vers la diaspora, ils se tournent vers la diaspora justement parce que le deal flow local est plus faible. Alors, c'est un vaste débat. Mais en fait, moi d'abord, j'aimerais avoir un prisme qui est très simple. Pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis dans l'écosystème, il y a beaucoup de confrères et de forces vives de cet écosystème qui pensent la même chose.
une startup n'a pas de nationalité. At the end of the day, sa vocation est d'être internationale. Maintenant, si on a envie d'adresser le sujet de la nationalité de la startup ou de l'origine des fondateurs, pour moi, à partir du moment où un fondateur est marocain, il est légitime, tu vois, de requérir la marocanité, tu vois. Peu importe si la boîte elle est basée au Maroc ou pas. Et bien sûr, parce que at the end of the day, cette startup-là va devoir s'internationaliser. Donc, à partir du moment où cette startup elle est menée, elle est leadée, elle est fondée par un ou des Marocains, j'estime que le Maroc doit être mis sur la carte. Et c'est ça aussi notre rôle à tous, hein. On a besoin que ces startups-là créent le maximum de substance au Maroc. Donc maintenant, en termes de deal flow, tu vas avoir des startups qui sont menées par des talents de la diaspora, comme tu vas avoir des startups qui sont menées par des Marocains qui sont basés au Maroc, qui ont fait partie d'une diaspora avant. Et en fait, peut-être que ce deal flow aujourd'hui n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais dans l'histoire de l'écosystème marocain, c'est totalement normal. Si on estime que la genèse d'un écosystème institutionnel, c'est 2017, on est à la 7-8e année, c'est tout à fait normal de ne pas encore avoir un intent entrepreneurial qui soit massifié chez des fondateurs locaux. Mais ça va venir. Ouais, c'est clair. Pour des raisons qui sont évidentes. D'abord, les fameuses 4 briques dont on parlait, elles se sont structurées sur ces 7 années. On a eu le Covid, qui a été un accélérateur de conscience chez les corporates et chez le gouvernement. On a aujourd'hui l'envergure du fonds Mohamed VI, qui est une opportunité exceptionnelle. Ça va déployer là. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. Mais surtout, je pense aussi que les entrepreneurs commencent à identifier des partenaires financiers qui ne sont pas que financiers. Ça, on pourra aussi en parler. Mais moi, je pense que le dogme VC va au-delà du financement. C'est surtout dans l'accompagnement, le drafting d'une vision et surtout le vécu au quotidien avec l'entrepreneur pour construire de belles histoires. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir de plus en plus de grands talents locaux qui vont quitter des jobs de DG, de DGA, etc. et qui vont avoir un intent entrepreneurial. Parce que maintenant, il y a les conditions pour que ces gens-là viennent vers l'entrepreneuriat tech. Mais il faut aussi les aider. Parce qu'en général, ce sont des gens qui vont avoir des expertises sectorielles, fonctionnelles. Il va falloir les matcher avec des techos. Donc ça aussi, tu as toute une approche du networking qu'il faut mettre en place. Tomorrow. Voilà. Tomorrow, il faut calquer des approches de matching que tu dois bien connaître, à l'entrepreneur first, à la tandem de BPI, etc., où ces gens-là vont pouvoir justement trouver leurs cofondateurs. Et ça sera peut-être des cofondateurs de la diaspora, tu vois. C'est l'équation de l'équipe nationale de foot. Hein. Tu vois, c'est talent local, talent de la diaspora et un très bon coach. Exactement, pour mener leur aventure à bien, pour les aiguiller. Donc, je pense sincèrement que le deal flow n'est pas un sujet. Après, sur la diaspora, pourquoi c'est un no-brainer? Pour les raisons qu'on a évoquées, parce que ces gens-là sont aujourd'hui dans des écosystèmes hyper efficients, mais il y a aussi un autre facteur. C'est qu'en fait, l'entrepreneuriat diasporique est un peu plus jeune que l'entrepreneuriat local. Pourquoi? Parce que tu as des talents marocains qui sortent des meilleures écoles d'ingé et de commerce et qui aujourd'hui n'ont plus aucune raison d'aller faire du conseil ou de la banque d'AF. Ils se disent, on a envie de lancer notre boîte. Et ils sont changement de mentalité fort. Complètement. Et ils sont dans des écosystèmes où c'est limite du plug and play. C'est l'histoire d'un certain nombre d'entrepreneurs qu'on connaît, tu vois, où tu sors, tu es incubé à Station F, ça a été l'histoire des Hamza de Sowit. Amin de Sportbio a rencontré son cofondateur chez Entrepreneur First. Donc, tu as en fait un playbook pour le jeune diplômé diasporique hyper talentueux, hyper ambitieux, qui lui permet en fait de monter une start-up limite comme tu commandes un espresso, tu vois. Et j'espère qu'on va arriver à la même maturité dans notre écosystème local, et c'est en train de se faire, tu vois. Ce que fait l'UM6P avec Masser, un programme aussi ambitieux que celui de CDG Invest, le fonds Mohamed VI qui va donner les moyens à des sociétés de gestion de venir avec des tests complémentaires, parce que ça aussi c'est super important. Nous, tu le sais, et je pourrais un peu en parler, mais c'est vrai qu'on a une thèse qui est racée. On ne fait que du B2B. On ne back que des fondateurs qui viennent avec des actifs technologiques solides. On aime faire de la deep tech. Mais aujourd'hui, tu as un paysage de sociétés de gestion et d'investisseurs qui vont venir aussi
Bah, comme on le compléter. connaît en France, de manière très, Absolument. différente sur différents stages, sur différentes verticales, que tu sois généraliste ou spécialisé sur un truc. J'ai pas encore vu beaucoup de fonds spécialisés sur, un secteur en particulier comme on peut le voir sur les fonds, EdTech ou les fonds FinTech, en Europe. Aujourd'hui, ça reste quand même assez généraliste, j'ai l'impression, Ouais, au Maroc. je suis d'accord, ça reste généraliste, mais ce qu'on est en train de voir, et sincèrement, on en est satisfait, parce que quand on était juste 2 ou 3 sociétés de gestion sur le marché, c'est vrai qu'on pouvait générer des frustrations chez certains entrepreneurs qui étaient très niches, tu vois. Mais là, typiquement, sur le B2C, ben, on a des investisseurs étrangers qui sont en train d'arriver, qui viennent de marchés domestiques plus profonds, où ils ont un playbook sur le B2C. Ben, les entrepreneurs B2C vont Mmh, pouvoir mmh mh. potentiellement avoir de bons partenaires sur ces sujets-là. Sur le sectoriel, je pense effectivement que le marché n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir, il n'y a pas encore Pas suffisamment énormément de de boîtes, profondeur, qui se absolument. lancent sur une thèse en particulier, C'est mais ça, mais ça va finir par arriver. Donc en fait, c'est juste que la diaspora est adhérente à deux écosystèmes. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est l'écosystème européen, mais essentiellement français, l'écosystème marocain. Et en fait, à partir du moment où notre écosystème se greffe à faut sa créer des diaspora, ponts, ouais. et qui crée des ponts, ben en fait, après, c'est un effet de translation. Et encore une fois, localement, franchement, toutes les forces vives font le taf pour que cet écosystème, Inch'Allah, à un horizon Ouais, de 5 ans, je pense qu'il va vraiment être extrêmement efficient. Inch'Allah. Moi, je te posais la question parce que je sais que certains fonds, dans leur, règlement de fonds, n'avaient pas le droit d'investir en dehors du Maroc. C'est pour ça que je te Alors, pose la question et c'est pour ça que certains de ouais. ces fonds-là se sont battus, notamment auprès de leur LPs, pour avoir des mandats plus importants. Justement, combler ce manque de deal flow au Maroc en allant vers la diaspora, même si, comme tu le dis, elle est naturelle et une boîte n'a pas de nationalité. C'est pour ça que je te pose la question. En fait, le prisme est très simple. On a eu aussi ces discussions dans le cadre de la levée de notre fonds 2. Et là, en fait, où tout le monde converge aujourd'hui, c'est que le plus important, c'est la substance qui est créée au Maroc. Et la substance, c'est très simple. Tu la déclines en job creation, d'accord? Euh, je suis un entrepreneur de la diaspora, j'ai une startup qui est basée à Paris, mais demain, mon customer success, je le monte au Maroc. Mais rien n'est sûr, hein. Moi, je vois plein de boîtes, fondées par des Marocains à Ouais. l'étranger qui n'ont aucun, chiffre d'affaires ou, job Oui, creation qui sont faits au Maroc, hein, je suis totalement d'accord avec toi. malgré la plus grande volonté du monde. Alors, c'est là en fait où typiquement le type d'acteur qui peut intervenir en tant qu'investisseur dans cette boîte-là peut être transformationnel. Nous, une boîte comme Sowit, au moment où on investit, c'est donc les deux Hamza qui sont incubés à Station F. Je pense qu'ils ont Hamza Arkha, et Hamza Rfa et Hamza Ben Dahoud. Tu devrais d'ailleurs en avoir un des deux dans ton podcast. Je le recommande. je te poserai la question à la fin, je te dirai qui c'est que je dois avoir sur le podcast, tu me Oui, oui. diras. Ben, en fait, il y a trois entrepreneurs de chez nous qu'il faut que tu vois, Ça que t'as marche. pas encore reçu, mais il Tu me faut diras à la absolument que fin. tu avec plaisir. Et en fait, donc ils sont à Station F, et pour le coup, alors c'est une boîte qui a une projection de marché strictement africaine, tu vois. Mais elle se monte à Paris parce qu'il faut aller chercher les modèles d'aide à la décision sur des cultures spécifiques qu'ils ont cherché au CIRAD et dans des labos de recherche français. Mais en fait, toute leur volonté, c'était de pouvoir en fait ancrer leur activité au Maroc. Mmh. Donc, à travers leur partenariat avec MTech, bah, en fait, ils ont pu se relocate au Maroc, recruter des talents locaux, surtout quand ils ont d'ailleurs retravaillé leur approche de marché, qu'ils ont dû bundler la technologie avec des opérations, donc il fallait forcément être au Maroc. Et aujourd'hui, eh ben, en termes d'OPEX, sur la substance Job Creation, plus de 95% de leur OPEX est au Maroc. Et ça, c'est une vraie success story parce que, au-delà d'avoir tenu la promesse de créer de la substance au Maroc, c'est l'efficience même de leur business qui a reposé sur cette relocation. Bah, ça te coûte moins cher, tout simplement. Ça te coûte moins cher et puis surtout, et Et ils bon, sont hyper talentueux, là. c'est un autre sujet, mais je pense que si tu as un des Hamza, il pourra te parler aussi de leur journée entrepreneuriale. C'est le fait d'avoir été extrêmement proche du terrain qui a eu une, un impact complètement transformationnel de leur business model. C'est une boîte qui était censée vendre de l'outil d'aide à la décision aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est une boîte d'agrofinance. Entre les deux, il s'est passé Ouais. beaucoup de choses. Et MTech a été bien sûr aux premières loges
de ces pivots, de Ouais. ces itérations, etc. Donc, substance, OPEX. Deuxième sujet de substance, génération de chiffre d'affaires. Mm. Alors là, je peux être d'accord avec toi, toutes les boîtes ne sont pas prêtes à générer du chiffre au Maroc. Quand tu as des boîtes qui sont super racées, type des SaaS, Enterprise, qui ont en fait des playbooks sales où ils ne peuvent vraiment pas déroger, on va dire, à leur méthodo, c'est sûr que le Maroc n'est pas un pays mature. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre uniquement de la techno au Maroc. Euh, Nous, pour un certain nombre de boîtes et notre recul, c'est qu'il faut absolument bundle la tech avec des opérations, euh, Ouais. twister le réglementaire, travailler avec des partenaires. Enfin, si tu as le choix, tu le fais pas. Et donc, c'est là aussi où on joue un rôle. Quand l'opportunité économique est suffisamment importante, on peut décider de s'investir auprès des entrepreneurs pour construire une offre, construire des partenariats qui vont finir par trouver un écho sur le marché, quitte à ce que ce soit un play moyen terme. Il y a certaines boîtes où avec lesquelles on a bossé dans le shadow pendant 18 mois, 24 mois, pour que derrière, on puisse avoir un premier sell-on. Et derrière, on leverage dessus. Mais il y a cette possibilité. Donc, OPEX, chiffre d'affaires, et le troisième élément de substance qui est fondamental, et on en a parlé juste avant, c'est le transfert technologique. Mm. Tu vois. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'effet systémique que tu as sur ton écosystème. Parce que, à travers ces trois piliers, il ne faut pas oublier que tu as embauché des gens, Ouais. que tu as éduqué des clients, que tu as créé du lien. Et en fait, c'est tout Ouais, ouais. l'écosystème qui level up, tu vois. Et tu mets aussi les graines des talents qui vont pouvoir rejoindre plus tard d'autres ventures, être potentiellement eux-mêmes cofondateurs, tu vois, Ouais, d'un ça va, business guy. ça peut aller vite, hein. Franchement, C'est, dans 2-3 ans, je sais eh pas ce que ouais. ça va être, hein. En fait, c'est un multiplier effect qu'il faut activer, En effet, ouais. tu vois. Il manque, enfin, et moi, la question que j'ai, c'est OK, il y a des UM6P, il y a des je sais pas quoi, mais je me posais la question la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un talent brut sorti d'un central, d'un polytechnique, de je ne sais pas quoi, en France, va se dire: «Je vais faire un entrepreneur first ou un station F» ou je sais pas quoi, et que nous, on n'est pas encore, tu vois, un acteur comme ça? Je sais pas dans quelle mesure ceux que tu as cités ont le niveau de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'alternative au matching entre un profil tech, un profil business. Parce que ces gens-là, ils sont pas au Maroc. Écoute, je ne vais pas te contredire, mais encore une fois, ça se construit. Ouais. Et avec les efforts que l'UM6P est en train de mettre en place, moi je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on ne Mm, pense. mm, mm. Et encore une fois, le play ne se joue pas uniquement au niveau des académiques, il se joue aussi par exemple au niveau des chercheurs. Mm, mm, mm. J'ai été au Deep Tech Summit À Ben Grir, à ouais. Ben Ghelel, exactement. Écoute, franchement, tu tombes sur des Marocains, mais vraiment qui ont un niveau lunaire sur certaines disciplines. Et demain, si l'UM6P est capable de leur créer un environnement de recherche euh, state of the art qui leur permette de venir s'installer au Maroc, je pense aussi que ça peut être une certaine dynamique qui va énormément bénéficier à l'écosystème et notamment au deep tech, hein, de manière claire. Donc, je pense qu'il faut juste donner du temps au temps, mais sincèrement, vu euh, l'engagement, la volonté et la rythmique on va dire des changements qu'on est en train d'observer, moi, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Juste, je ne sais pas si tu étais déjà sur l'écosystème français à l'époque, En quelle mais année? moi je peux te le dire, en Non, mais 2011-2012, elle. Moi, je suis c'est, rentré dedans en 2019. je peux te dire que c'est un no man's land. Et en fait, en 5-6 ans, euh, entre les mesures du gouvernement Hollande qui ont été mises en application par Macron La à son BPI. arrivée, la BPI, avec Nicolas Dufour, ça a complètement changé la donne. Donc, sincèrement, ça peut aussi se produire chez nous et on y croit. Après, moi, je te challenge volontairement, hein, mais on a tout un tas d'acteurs, comme par exemple des grandes personnes qui ont bien réussi dans le business et qui se sont Ouais. du coup bien impliquées dans l'écosystème. Aujourd'hui, OK, il y a le gouvernemental, OK, il y a tout un tas de choses qui sont faites dans la recherche, dans l'académique, etc. Mais je trouve, par exemple, un des trucs qui manque,
c'est ces entreprises familiales assez grandes qui ne s'intéressent pas encore au sujet, des startups, tu vois? Quand tu regardes, par exemple, un CMA CGM en France, Oui, un Xavier Niel, qui, en fait, crée Station F, hein, bien sûr. qui met 200 millions de sa poche. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des grands businessmen marocains qui sont éveillés à la classe d'actifs VC, start-up, et cetera, et qui sont prêts à mettre de leur patrimoine pour développer l'écosystème. Parce qu'il y a le public, c'est vrai, mais quid du privé? Écoute, c'est un très bon point. Alors d'abord, il y a quand même maintenant, enfin, le privé corporate est complètement Je dans le je game. parle des oui, Voilà, que ce je parle de soit à travers des corporate ventures, à travers je parlais des des programmes personnes d'open plutôt, innovation. mais Alors, les personnes, c'est très simple. Même en Europe et partout dans le monde, faut pas oublier que c'est d'abord l'incentive fiscal qui a attiré ces gens-là. Comme tu l'as dit, ce sont des businessmen, ce sont des family office. Donc, l'incentive fiscal va forcément aider. Deuxième sujet, aujourd'hui au Maroc, tu as quand même des secteurs traditionnels où tu peux encore faire de la très bonne croissance en étant dérisqué, surtout quand tu es une famille voilà, qui a 50 ans ou 100 ans d'expertise sur deux ou trois secteurs. Tu vois, tu vas pas aller te risquer. Ce n'est pas forcément dans le rationnel économique de ces acteurs-là. Mais il suffit d'avoir une, deux ou trois success stories pour que ça change complètement la perspective. Tu vois? Et aujourd'hui, je pense que là où on est en attente, au Maroc, c'est d'une très belle histoire, d'une grande histoire. Tu vois? Je pense qu'on est tous en train d'attendre le Instadip marocain, typiquement. quelle guerre, ouais. Voilà, bon, je Ouais. pense on peut parier sur, On parie sur qui? bah écoute, Yola? hein? Yola? Moi je parierais sur Sport Bio. Sport Bio? Ouais, Ça tombe bien, ils sont dans ton portefeuille, vous non? avez, exactement, voilà. On peut en parler peut-être. Comment vous vous retrouvez à investir chez Amine? C'est quoi Écoute, l'histoire derrière? Parce que ouais, chose à rappeler, c'est que vous êtes le seul fonds marocain à être chez Sport Bayo. Alors, on l'a eu sur le podcast. Amine est venu raconter un peu l'histoire de Sport Bayo, mais aussi de Qarawin, qui est ouais, l'initiative qu'il a créée de manière très intéressante d'un point de vue ouais, give back et de connexion en fait entre les différents talents deep tech marocains, qui soient chercheurs, étudiants, etc. Et c'est une boîte qui, en fait, Amine le raconte très bien, mais en gros, c'est le passage de la boîte de pétri à la photonique. absolument. Et l'idée, voilà, c'est que Amine a récemment levé, je pense, 17 millions d'euros avec Singular, Family Office de la famille Peugeot. Et toi, je pense, avec MTech, vous étiez au tout début Absolument. avec peut-être sur le tour avec Local Globe ou Tout je à sais pas. fait. Voilà. Et donc, Exactement. et aujourd'hui, c'est une des success stories à venir de l'écosystème tech français. Et c'est assez intéressant de voir que vous y avez été depuis le début. Complètement. Écoute, pour nous, honnêtement, c'est vraiment une fierté d'accompagner Sport Bio, d'accompagner Amine. Mais il faut aussi parler de ses cofondateurs qui sont Maxime? vraiment des talents d'exception. Euh, Mohamed Tiazi, qui est Ouais. un entrepreneur successful qui a fait un exit. Qui a monté Et Gymlib pour ceux qui font du sport exactement, en France. Bon, ça s'est fait racheter par eGym Wellness, là, je pense. Mais eGym absolument. Pass, mais Absolument. Et une superstar CTO, CSO qui est Maxime Mistretta et qui est vraiment, voilà, je pense, l'un des plus grands talents CTO à l'échelle européenne, sincèrement. Donc c'est d'abord une équipe qui est absolument formidable. Comment on les identifie? Écoute, comment ils vous laissent investir chez eux? C'est on c'est va y ça la venir. question. On va y venir. Écoute, en fait, alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au moment où il fallait crafter notre thèse, nous, on s'est rendu compte d'un vide qui était assez paradoxal. Parce que quand on a commencé à s'intéresser à la diaspora, on se disait, tiens, il y a des Marocains super talentueux qui portent des actifs technologiques de dingue et qui ont un peu de mal à lever chez les top tier VCs européens. Je pense à Yassine Montassef d'Unici, tu vois, qui a en fait récupérer une techno d'un labo qui permet de détecter en fait la signature cardiaque par caméra.
sans hardware. Et derrière, qui va décider d'utiliser cette techno pour adresser l'opportunité de la vérification d'identité, Ok, tu vois. ouais. Donc typiquement, super entrepreneur, super Et techno, c'est quoi la etc. signature cardiaque? Exactement. Alors, en fait, si tu veux, ça mime un petit peu le principe de l'oxymètre. C'est-à-dire que tu vas utiliser en fait les faisceaux vert, bleu, rouge d'une caméra standard qui va te permettre en fait d'identifier une réflectance qui est tout simplement, on va dire, la manifestation d'un phénomène physique qui est l'oxygénation. Et en fait, bah, quand tu réussis justement à identifier cette réflectance, ça veut dire que la personne en face de toi est bien vivante, qu'elle n'a pas mis de masque, donc c'est une solution qui fonctionne parfaitement pour les deepfakes, et que ce n'est pas non plus une vidéo injectée, donc c'est une technologie anti-fraude par excellence. Ok. Voilà. Donc typiquement, ce genre de start-up dans laquelle on a investi d'ailleurs, on se rendait compte en fait que les top tier VCs de 2017 à 2020, même sur les marchés matures, cherchaient à investir dans des boîtes sur lesquelles ils avaient déjà des dogmes imprimés. Même la deep tech en Europe, entre 2015 et 2020, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui y vont. Et Tu vas, après, tu vas avoir des Elaya, tu vas avoir des quelques... Omnes, des Voilà, Sofinova, des choses comme ça. Mais exactement. Mais ça reste aussi finalement une population relativement sous-servie. mais parce que c'est CapEx intensive et des fenêtres de liquidité qui sont beaucoup plus tardives. Ouais, et puis surtout, en fait, une vraie complexité sur le go-to-market. Ouais. Parce que finalement, quand tu regardes l'environnement Deep Tech en Europe, il était effectivement hyper spécialisé. C'est essentiellement dans la health, soit de la recherche moléculaire, des sujets comme ça, tu vois. Et où les games de liquidité sont vraiment des games d'insider, en fait. Donc des mecs qui commencent à monter des projets Deep Tech où il y a un véritable intent de go-to-market, où on ne cherche pas à vendre de l'IP ou juste de la techno, mais où on va vraiment essayer de construire, de décliner cette techno en produit, de trouver un go-to-market, de trouver un partner case, de générer du chiffre d'affaires, de croître et de vendre, bah, il n'y avait personne que ça intéressait. Moi, les boîtes que j'adore dans ce space, j'avais été dans mon stage de fin d'études, je sais pas si tu connais la boîte, mais j'avais été dans mon stage de fin d'études dans un fonds qui s'appelle Earthcore. Et Oui, ils avaient investi dans une boîte qui s'appelle Gourmet. Je sais pas si tu connais Gourmet. non, C'est de la viande cellulaire. Donc, c'est ok, la reproduction de la viande ouais, de foie gras et de poulet, ouais. mais fait à travers la reproduction de cellules souches. Et le gars est venu vous voir et il vous a dit, moi j'ai envie de mettre ça chez Carrefour. Exactement. Ben oui, Mais combien de temps ça prend? ouais, À quel moment est-ce que tu as les autorisations pour commercialiser? ouais. Donc, c'est ça le sujet. On est totalement d'accord. Aujourd'hui, il fait des nuggets et des poulets. Ça marche très bien. Et tu vois pas la différence. On est totalement d'accord. Et honnêtement, c'est là aussi où je pense qu'il y avait une expertise entrepreneuriale et B2B dans l'équipe qui nous a permis vraiment d'aider ces entrepreneurs. Parce que, bien sûr, au-delà de focus sur la qualité de l'IP, qui est une défensibilité en soi, parce que Mm. quand tu investis quand même dans un actif tech avec de l'IP, c'est quand même rassurant. Tu te dis, écoute, c'est un actif tellement critique qu'il peut demain donner lieu à une liquidité, même si ça ne se passe pas super bien. Mais là, en fait, où l'exercice intellectuel et opérationnel a été hyper gratifiant, c'est qu'on a pris des paris et sur lesquels on a vraiment commit énormément de temps, de réflexion. Typiquement sur ces boîtes-là, on a fait beaucoup de pivots, on a vraiment été dans la granularité de la compréhension du go-to-market, on a fait des partenariats stratégiques, on a fait rentrer des stratégiques dans le tour de table sans qu'ils puissent avoir un impact sur notre gouvernance ou sur notre liquidité. Et en fait, c'est cette expérience qu'on a menée très tôt dans le fonds 1 qui nous a permis de construire un playbook très fort qui a réussi même à convaincre des talents, Ouais, tu c'est vois, ça. comme un Amine, etc. Je pense que franchement, c'est à lui d'en parler, mais ce qui fait vraiment plaisir et ce qui nous rend fiers, c'est de nous dire, les gars, il n'y a personne, en tout cas sur le tour où on est rentré, qui est allé aussi loin en granularité sur la techno, qui a autant challengé le go-to-market. Et en fait, c'est comme ça que tu commences à avoir de la valeur auprès de ces entrepreneurs et que ces mecs-là se disent, Sinon, OK, c'était juste de l'argent sans odeur. c'est ça. Donc, tu vois, en fait, moi, je pense que c'est ce qui a vraiment joué dans la discussion qu'on a eue avec Amine. Sur l'identification aussi, bah, le fait d'avoir été, on va dire, très early sur les sujets deep tech, diaspora, bah, forcément, on est dans des communautés, dans des trades qui nous ont permis d'identifier avant son reveal à Entrepreneur First. Donc, on a été un des premiers fonds à lui parler. Et puis après aussi,
Et ça aussi, c'est un peu le facteur X, c'est que parfois tu tombes sur des entrepreneurs marocains qui ont une fibre patriotique hyper Mmh, forte. mmh, mmh. C'est le cas pour Amine et ça transpire même dans ce qu'il fait pour l'écosystème. Tu vois, un Qarawin, je pense que c'est l'illustration de 15 ou 20 minutes de discussion qu'on a eue, tu Mmh. vois. Voilà. Et en plus, c'est pas que les entrepreneurs qui le fédèrent, tu vois. Voilà, il y a tout le monde, il y a des super VC, il y a des super chercheurs, etc. C'est génial. Donc, Et ces deals-là, ils sont pas chers pour vous au début? écoute, franchement, c'est du case by case. Mais honnêtement, euh, Je sais pas on n'a combien il a mis en jamais. prêt, mais Hein? Non, mais ce que je peux te dire de manière très claire, c'est qu'on a déjà réalisé un super multiple entre le moment où on est rentré et là où combien Singular a Singular l'idée à là. revalo, mais Exactement. Donc, ça se passe déjà très bien, alhamdoulilah, tu vois. on the box. On the books. Après, bien sûr, il C'est faut. non réalisé, mais C'est non réalisé. Mais on se le Inch'Allah, souhaite. on espère que ça sera l'outlier statistique. C'est bien Ouais. parti pour. Après, bien sûr, tu sais, l'early stage et le venture, tu continues à dérisquer. Et c'est là aussi où c'est hyper important de backer des entrepreneurs qui sont talentueux, mais qui sont surtout à l'écoute. Et je pense que, en tout cas, c'est un rôle qu'on aime beaucoup jouer. Et ça aussi, la fibre marocaine, la proximité culturelle nous donne un angle que tu n'arrives pas forcément à recréer de manière spontanée. C'est qu'en fait, voilà, on a un prisme d'empathie qui est super important. Du coup, l'entrepreneur t'invite un petit peu dans l'intimité de ses choix stratégiques, etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu réussis à vraiment à avoir un levier sur la journée derrière. Et nous, on met beaucoup de valeur sur ces aspects-là, parce qu'on pense sincèrement que ton multiple, ton outlier, tu le vas chercher en post-investissement. Ouais, tu vas. Tu ne le réalises jamais juste à l'entrée. Ça, c'est tsateh, tu vois. Ah, voilà, tu vois, t'as un coup de bol, t'es business angel, t'envoies la sauce sur 100 boîtes. Oui, bien sûr que tu risques d'avoir un outlier statistique. Mais dans notre marché, et surtout quand tu es une société de gestion, tu vois, avec une politique d'investissement, une durée de vie de fonds, etc., si tu ne mets pas de la substance intellectuelle, de l'empathie, de la guidance pour accélérer la trajectoire de ton portefeuille, tu Hmm. laisses sur la table, Sinon, définitivement. on va investir en bourse, quoi. Exactement, c'est ça. C'est pas le même métier. Ouais, Ouais. complètement. Tu investi chez Amin Raji, mais j'imagine que tu vois des choses en particulier chez ces fondateurs marocains de la diaspora. C'est quoi un peu ton analyse de ces personnes-là? J'imagine qu'il y a des sujets d'adaptabilité, d'ambition, etc. Mais c'est quoi la chose qui caractérise tous ces gens-là et pourquoi tu veux les baquer? Ouais. Écoute, alors, tu sais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aujourd'hui des VC qui font toute leur thèse sur le fait d'investir chez des populations émigrées, de la diaspora. Knowledge Ventures Ouais, par exemple, de Ramsey. exactement. Mais en fait, c'est parce que c'est la statistique qui parle. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a une surreprésentativité, mais significative, des unicorns dont les fondateurs en fait sont issus de la diaspora. Donc, je pense en fait qu'il y a un, comment dire, il y a un phénomène de survie. Tu vois, quand t'es pas chez toi, que tu vas à l'étranger, que tu rencontres, qu'on le veuille ou non, une certaine forme pas dire d'hostilité, mais c'est plus compliqué pour toi que pour quelqu'un d'autre. En réalité, En fait, quand tu fais le parallèle, nous, c'est très différent parce que on a fait nos études, on a été conditionné qu'on allait faire nos études à l'étranger. Et on s'est limite dit à un moment donné, je vais devoir rester ici puisque peut-être que je rentrerai pas au Maroc. Donc, tu as ouais, dû t'adapter, recréer une nouvelle vie, etc. ouais, Et en fait, on est tellement habitué à cette manière de faire qu'on oublie qu'en fait, bah, tu as des gens, je prends juste l'exemple de la France, tu as grandi en France, tu as vécu en France, tu as fait tes études en France, tu es resté. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais changé de pays et n'ont jamais dû s'adapter à un nouveau pays et rencontrer de nouvelles personnes. totalement. Alors que nous, on a déjà fait un gros effort de base. Ouais, complètement. Ce que tu dis est très juste. Faut pas oublier qu'on parle au moins 3 langues, en général, quand on est marocain. Tu as raison. On est quand même déraciné d'un environnement pour aller en France, en Europe. Alors, on a le vecteur linguistique qui nous aide, mais on découvre quand même un nouveau pays. Quand on avance dans le milieu professionnel aussi, on n'est pas les mieux lotis. C'est normal parce que notre réseau, il est plutôt au Maroc, il est pas en France. Et forcément, je pense que ça te muscle. Ça active ton instinct de survie. Tu deviens un petit peu un killer, tu vois.
Et ça, c'est franchement un trait de caractère commun chez tous les entrepreneurs de la diaspora. C'est vraiment des killers, c'est des gens qui ont quand même une dose de leadership qui est, voilà, qui est au-delà de la norme. Ça, c'est un fait. Ensuite, je pense que le deuxième point commun, et encore une fois, hein, ça peut sonner béni oui oui, mais sur la réalité de notre portefeuille, je t'assure, hein, et on peut les balayer, c'est systématiquement des projets très inspirés, très ancrés dans leur réalité. Amin Raji, il a toujours baigné dans D'accord. un écosystème industriel, agro-industriel, etc. Il a vécu la crise Buitoni. Il a été dans la cellule de gestion de crise. Il a bossé pendant, je crois, 5-6 ans chez Nestlé, un truc comme Ouais. ça? Ouais. Mais surtout, en fait, le déclencheur Oui, c'est de ça. son ambition entrepreneuriale, c'est pas possible qu'il y ait des bébés, des personnes âgées qui meurent parce qu'ils ont bouffé une pizza surgelée, tu vois. Donc, tu as à chaque fois un déclencheur extrêmement puissant, tu vois, et qui fait écho à une mission que ces gars-là décident de porter, tu vois. Yassine, avec son sujet monitoring, à la base, c'était du monitoring, en fait, euh, pour bébés prématurés, parce que il avait vécu dans son environnement familial, voilà, quelqu'un de sa famille qui avait, en fait, un problème qui nécessitait ce type de techno, tu vois. Oui, donc ça. Un Hamza, c'est quelqu'un qui s'est baladé partout en Afrique, avec Erinov, je crois. Et en fait, bah, quand il a baroudé l'Afrique, il s'est dit, mais c'est juste pas possible qu'un continent avec Had Khairat ne puisse pas atteindre sa souveraineté alimentaire. Tu vois? Et en fait, c'est ce qui fait la différence. C'est que c'est des gars qui se disent, le besoin est tellement criant, et ça crée en eux, je pense, une forme de rage et de drive super positif pour être nos limites sur la manière de construire leur venture, de la driver, etc. Ouais, c'est pas des gens qui se sont mis devant un paperboard, qui ont Ah, mais analysé 6 boîtes différentes et qui se sont dit, allez, je vais tester celle-là. pas C'est du vraiment, tout. ça fait vraiment écho Ah, mais à des sujets personnels qu'ils ont vécu 100%. et tu l'exécutes beaucoup plus. Beaucoup mieux, pardon. Et c'est ça, Ouais. tu vois. Et nous, on se retrouve en fait dans cette approche, parce que vu qu'on est conviction driven, on a aussi cette vision de se dire, OK, où est-ce qu'il faut vraiment changer le statu quo, tu vois. Et quand tu as des mecs comme ça qui viennent, euh, tu vois, avec ce drive-là, avec un niveau de maturité, de résilience aussi, hein, parce que pour certaines boîtes du portefeuille, on a vu, euh, ils ont été mis à l'épreuve de la résilience pendant le Covid, pendant ces années, etc. Tu te dis, mais franchement, c'est ces gens-là qu'on veut Mm. baquer. Et c'est ces gens-là qu'on veut aider, surtout. Aujourd'hui, on en parle à Deep Tech, il y a des sujets de liquidité. Tu vois, quand tu regardes. Ouais, Non, mais quand tu regardes le temps de développement, le cycle de développement d'une boîte Deep Tech, on se demande à quel moment ça va sortir, qui peut racheter ça. ouais, Et toi, dans ton portefeuille, bah, j'imagine que vous posez la question de la liquidité. complètement. C'est pour ça, je le disais tout à l'heure, mais on a un prisme d'investissement dans la deep tech qui n'est pas uniquement orienté sur l'actif technologique. On s'assure de deux éléments. Le premier, c'est qu'on a en face de nous une équipe fondatrice qui est complémentaire en termes de skills. Parce que typiquement, l'écueil dans une deep tech, c'est d'investir chez un chercheur, chez un CSO ou même un CTO. Il faut absolument qu'il y ait une founding team qui couvre la vision go-to-market, l'enjeu scientifique et technique et les ops. Donc systématiquement, on a cette grille de lecture et ça nous conforte sur la capacité qu'aura cette société à générer du chiffre. Ça, c'est le deuxième sujet, et j'y viens. On n'investit pas, on n'a pas l'expertise verticale ni le recul pour pouvoir faire uniquement de la biotech et obéir à des logiques de liquidité où en général, les gens qui vont dans ce play-là, c'est des anciens de la pharma, ils savent pertinemment quels sont les mouvements à opérer sur les portefeuilles de brevets et ce qui s'ensuit. Euh, c'est pas bien sûr, ce n'est ni notre expertise, ni notre focus. Pour différentes raisons aussi, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on n'a pas la profondeur de Hmm. marché. Mais en revanche, là où on essaye vraiment d'agir, c'est d'aider
à fluidifier le go-to-market de ces boîtes-là. Et c'est pour ça, en fait, que notre intervention en phase d'accompagnement, elle est beaucoup plus importante. C'est parce qu'on doit vraiment démultiplier l'effort de l'entrepreneur, essayer de lui apporter le playbook qui a été le nôtre en suivant d'autres startups. Tu as aussi un enjeu qui arrive très souvent avec les deep tech, c'est que tu vas avoir besoin de partenaires industriels. Et en fait, c'est là où, après avoir accompagné 2, 3, 4 deep tech, on commence à comprendre un petit peu les sous-jacents d'un deal qui aligne les intérêts avec ces parties prenantes, tu vois. Alors après, tu peux avoir d'excellentes surprises. Typiquement, sur un sujet comme le contrôle qualité en environnement industriel, Sport Bio, ils sont arrivés, ils ont déroulé. Les gens, aujourd'hui, enfin, tu vois, toutes les usines qu'ils ont signé. voilà, qu'ils adressent veulent signer, veulent un coverage sur toutes les matrices produits, etc. Donc là, c'est clairement le paradigme inverse où les gars leur disent doucement, voilà, on a une roadmap à tenir. Mais en fait, euh, ton- l'enjeu, il va être là. Il va être d'aider l'entrepreneur vraiment à être le plus focus possible sur son go-to-market et lui donner les clés pour que ça fonctionne. Parce qu'en général, ça n'est pas effectivement aussi simple que de vendre un B2B SaaS, tu vois, ou que de lancer le growth d'une plateforme. C'est pas simple, mais je vois la nuance. Exactement. Je vois la nuance. Et peut-être pour revenir au Maroc, et on va bientôt conclure ce podcast, qu'est-ce que tu as à dire à tous ces gens qui regardent le Maroc, qui voient les choses évoluer, mais qui veulent pas encore sauter le pas ou qui veulent pas faire des choses avec le Maroc? Parce que moi, j'ai quitté le Maroc il y a Ouais. 10 ans, j'ai vu les choses énormément bouger, mais voilà, comprends-moi par exemple, j'ai pas encore décidé de sauter le pas. Qu'est-ce que tu vois sur place? Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces gens qui peuvent s'identifier dans cette situation-là? Bien sûr, ben, je pense honnêtement que le no-brainer, c'est de pouvoir en fait se connecter avec les forces vives de l'écosystème. Et encore une fois, au risque de me répéter, aujourd'hui, il suffit d'aller à Station F pour parler à des acteurs clés de l'écosystème au Maroc. Ensuite, il faut venir. Il faut venir, il faut rencontrer du monde sur place, il faut aller dans les incubateurs, accélérateurs qui opèrent, il faut venir rencontrer les sociétés de gestion, il faut être présent au GITEX, il faut parler aux entrepreneurs. Et en fait, c'est vraiment à travers cette démarche qu'on va forcément identifier une manière de contribuer, mais aussi de trouver du sens, en fait, de donner du sens à sa carrière, si on a envie voilà, de s'investir dans cet écosystème. Euh, il y a des jeunes qui le font super bien, sincèrement. On a très souvent, on reçoit très souvent des sollicitations LinkedIn, voilà, de jeunes talents qui se posent des questions, que ce soit pour rejoindre une équipe VC, mais pas que, hein, pour entreprendre, pour comprendre un petit peu plus comment fonctionne l'écosystème. Certains ne cherchent même pas du financement, Ouais. ils veulent juste créer une filiale au Maroc, parce qu'ils estiment qu'il y a un potentiel commercial, ou parce qu'ils veulent monter une base opérationnelle. Donc je pense en fait qu'il s'agit juste de venir, de se connecter aux gens, de se parler, et en fait les Hmm. opportunités vont émerger de là. Mais parce que je pense tu parlais de coût d'opportunité tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez frappant au Maroc, c'est que les salaires sont faibles. Quand tu bosses au Maroc, moi j'ai une amie, j'ai même une cousine qui me disait, elle bosse dans une boîte de data intelligence Ouais, pour le phosphate d'ailleurs. Elle bosse avec quelques grands acteurs partout dans le monde à travers sa boîte à Londres. Et elle me dit, mais au Maroc, on m'a proposé des salaires mais ridicules. Il n'y a aucun monde où je viens et je rentre. Moi, on a essayé de me faire rentrer en VC dans des fonds. Les salaires qu'on me proposait sont ridicules. Donc moi, je me pose juste la question, de manière très honnête. ouais. Comment est-ce qu'on peut réussir à attirer cette diaspora pour rentrer dans des secteurs qui ne sont pas forcément des jobs traditionnels, bancaires ou whatever, mais vraiment dans ces maillons importants de l'économie qui sont dans l'UMTSP, dans des fonds de VC, dans des choses hyper concrètes pour développer l'écosystème, mais où derrière, bah, on se dit, je vais quand même beaucoup moins bien gagner ma vie Hmm. qu'en France, même si le niveau de vie n'est pas le même, mais relativement, tu perds au change.
Alors, Donc les gens préfèrent, c'est un vaste débat. donc les gens préfèrent entreprendre parce qu'on se dit: Ouais. «Il vaut mieux être, entrepreneur au Maroc qu'être salarié». Écoute, euh, j'ai envie de te dire, si c'est la conséquence de C'est cette bien. réflexion, c'est très bien. Maintenant, je pense que c'est une réalité qu'il faut un petit peu mitiger. Mais je veux bien apporter des éléments de Ouais, réponse parce que I've been there. Alors, d'abord, quand il s'agit, bon, c'est déjà un marché de l'emploi qui est différent hein, du marché français. Et bien sûr, ben, vu que maintenant le Maroc, c'est quand même devenu un pays extrêmement attractif en termes de, on va dire, de lifestyle, bah, il attire aussi des internationaux hein, qui viennent bosser, faut pas l'oublier. Moi, je pense que dans l'environnement des cabinets de conseil, des corporates, etc., très sincèrement, le deal salarial est plus intéressant qu'en France. Parce que tu es sur des grilles de rémunération qui sont similaires et tu reviens chez toi, tu vis auprès de ta famille et tu évolues dans un environnement qui est beaucoup plus agréable. Maintenant, quand il va s'agir de travailler en PME ou de rejoindre des VC, parce qu'aujourd'hui les VC c'est des TPE-PME, bah, hein, oui. faut pas oublier, on est des très jeunes sociétés de gestion, donc forcément, en fait, là tu vas avoir effectivement un décalage qui est normal, en fait, qui est strictement économique. En France, tu vas avoir des plateformes de gestion, tu vois, qui ont plus d'1 milliard sous gestion, qui se sont diversifiées en termes de gestion de classe d'actifs, etc. Et donc, elles ont du budget pour attirer du talent. Aujourd'hui, l'aventure VC au Maroc est une aventure Ouais. entrepreneuriale, tu vois. Déjà, entre le PI et le VC, je pense qu'il y a un écart, tu vois. Donc, forcément, sur le VC, pour rejoindre cette industrie, il faut clairement accepter d'être à De des prendre un rémunérations cut. qui sont, voilà, il faut accepter la décote et il faut s'inscrire dans une logique qui est plus long-termiste. Se dire, je vais rejoindre une équipe, je vais rejoindre une écurie, j'aime ce qu'ils font, j'ai la même manière de faire et je m'inscris dans une perspective plus long terme. Et tu le sais très bien, hein, c'est comme ça que fonctionnent les équipes de gestion. Tu as des paliers tous les 5 ans à chaque fonds levé. Donc j'arrive et j'aide à déployer ce fonds-là. Mais en fait, là où je vais vraiment pouvoir, entre guillemets, me bonifier et me développer avec cette équipe-là, c'est au prochain fonds. Tu Tu as la vois? possibilité aujourd'hui, quand tu as, je sais pas, entre 25 et 30 ans, entre analyste ou directeur d'invest, de venir rentrer dans un fonds au Maroc et de prendre des points de caride. Écoute, c'est au cas par cas, très Mais sincèrement. Mais tu... oui, bien sûr. Bah, pour te répondre de manière très claire, aujourd'hui, il y a des jeunes talents de la diaspora qui, voilà, qui nous ont approchés, qui discutent, etc. Et aujourd'hui, c'est effectivement une demande qui est tout à fait audible, surtout quand tu vas recruter un mid-senior, tu vois. Mais c'est aussi la norme, je pense, dans les VC français, européens. Quand tu es analyste, bon, en général, tu n'as pas ou peu peux. de caride, mais quand tu as un mid senior qui va venir, qui a bossé sur des dossiers, qui va t'aider sur l'origination, qui va t'aider sur l'exécution de deal, etc., avec qui ça fit, et que tu as envie de faire grandir avec toi, c'est tout à fait Mm, normal mm, qu'il y mm. ait un intéressement. C'est pas du tout choquant. Peut-être on arrive là à la fin. Parce que je te pose cette question parce que on m'a beaucoup posé la question, donc je me suis dit que j'allais te la poser. Mm. Ah, et honnêtement, c'est une question qui est légitime, et je pense que les talents de la diaspora qui veulent venir dans le VC, effectivement, comme tu le disais, ont constaté potentiellement un écart de rémunération entre ce à quoi ils peuvent prétendre en Europe versus le Maroc. Et donc, c'est tout à fait normal que la variable d'ajustement caride soit, on va dire, soit discutée. Mais encore une fois, quand on Mm. a envie de construire, on va dire, une société de gestion équilibrée, il faut que le gain soit participatif. Et normalement, je pense qu'il n'y a pas de sujet, en tout cas, chez... voilà. Ça marche. Et peut-être, c'est la question qui arrive tout le temps, mais je l'adore cette question. Sans ça, Tomorrowko, ce serait pas Tomorrowko. Ok? Du coup, si je devais inviter quelqu'un Ouais. pour un prochain épisode, qui ce serait? Alors écoute, je vais forcément prioriser les entrepreneurs du portefeuille. D'accord? Donc, Tu me feras les intros, hein. bah, avec plaisir. Donc, bien sûr, Hamza Rakha et Hamza Ben Daoud de Souit, faut que tu les vois. Yassine Montassef du Nissi. Tu peux l'avoir aussi à Paris, parce il est plutôt à Paris. Et notre prochain investissement sur le fonds 2. Ça, tu peux pas encore le Ça, je dire. peux pas encore le dire.
Tu mais, me diras. mais je te ferai un petit WhatsApp. Je t'enverrai le communiqué de presse. Ça marche. Je fais une parenthèse avant de couper. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter avant la fin ou tu penses que c'est bon? Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Ouais. honnêtement. Et merci vraiment Ah. beaucoup pour la discussion. C'est à chaque fois super naturel et ça nous permet vraiment de couvrir plein de sujets. Moi, j'ai juste envie voilà, de faire un appel à tous nos talents de la diaspora, qu'ils soient salariés, entrepreneurs, qu'ils veulent faire du VC, de l'accélération, de la recherche. Il faut vraiment voilà, connecter l'écosystème marocain parce qu'ils auront de toute manière une pierre à apporter à l'édifice. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, merci à tous ceux qui ont écouté le podcast du début à la fin. Moi, je me suis régalé, j'ai adoré. Tu fais vraiment partie vraiment des gens avec qui j'adore discuter. Donc, je suis très content aussi qu'il y ait des personnes comme toi qui bâtissent l'écosystème, qui sont là depuis le début et qui font des super choses. Euh, je me retrouve dans cette position. Donc, quand tu fais cet appel, moi, je me retrouve dedans. J'ai envie de créer plein de choses pour le Maroc parce que je me sens chez moi ici. J'ai envie, bah, justement, tu parlais de frustration tout à l'heure, de Emin qui crée ça parce qu'il a vu le scandale Buitoni. Moi, je me dis, c'est pas possible qu'on ait un pays comme Yeah, ça, avec des talents comme ça, bien sûr. et qu'on soit pas top 5 mondial. Ah, et puis surtout, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce thème, mais aujourd'hui, tu as des écosystèmes africains qui sont plus en vue, plus en vogue. Kenya, Nigeria, d'autres choses. Pourquoi pas nous? Exactement, complètement. On a de meilleurs fondamentaux, très sincèrement. Mm. Donc, moi, je veux me battre pour ça et c'est aussi ça la portée, l'objectif derrière Tomorrowko, c'est de connecter. On va faire des événements dans des grandes villes. Là, j'en ai fait un, bon, quand l'épisode sortira, mais j'en ai fait un à New York Magnifique. euh, cette semaine, enfin, quand ça sortira. Et puis j'en ferai d'autres. Donc, stay in touch. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, à la chaîne LinkedIn, faites-le. J'espère que tu l'es, hein? Bien Ouais. sûr, tu rigoles. Et puis merci à tous et puis au revoir. Merci Salut beaucoup, Mehdi. Simo, merci. Au Ciao. plaisir. Yes.